on est là pour parler du SAF. Et de l'avocat engagé. Alors les combats, il y en a des piles. C'est la peine de mort quand même. Ça a été un des combats initiaux les plus fondamentaux, parce qu'il y avait eu sécurité-liberté, le sécuritaire a toujours été très présent, et ça reste d'une actualité brûlante. Alors, les combats au sein du SAF, bon, je veux pas faire vieux jeu, mais bon, c'est vrai qu'au départ, quand le syndicat s'est créé, les combats étaient rudes. Alors, au SAF, nous avons mené en 2013, au niveau de la section locale et au niveau national, un combat contre la contribution des avocats pour financer l'aide juridictionnelle. Combat que nous avons mené et gagné, puisque finalement, les avocats ne contribuent pas en argent, puisqu'ils contribuent déjà suffisamment en nature. Et surtout, nous avons obtenu quelques années après une revalorisation conséquente de l'UV, l'unité de valeur. Très tôt, j'ai été de toute façon sensibilisée à l'injustice. Comme dit Paul Ricoeur, on est rentré dans l'univers du droit face à un cri qu'on a crié vraiment spontanément, c'est injuste. Alors, quand j'étais présidente, j'ai beaucoup travaillé sur les questions qui sont un peu des anciennes du SAF, qui sont la défense pénale. Donc, c'était à l'époque la réforme de la garde à vue, la place de l'avocat en garde à vue, l'émergence de la CRPC aussi, donc qui a posé beaucoup de difficultés. Donc, on s'est beaucoup battu là-dessus, sur la place de l'avocat notamment. Aussi la question de tout ce qui était et qui est un combat pour moi essentiel du SAF, qui est celui de l'accès au droit. J'avais véritablement le sentiment que nous étions démunis, nous aussi, à notre tour, avocats individuels, face à l'administration qui broyait en fait toute notre clientèle d'étrangers. Et je m'en suis ouverte auprès du bâtonnier, c'était maître Capelov-Lançon à l'époque, et qui m'a écouté longuement et qui a été d'une grande aide, d'un grand secours. Finalement, on a réfléchi ensemble et je lui ai proposé effectivement de créer une organisation collective, de mutualiser finalement nos moyens pour essayer de rééquilibrer un petit peu ce rapport de force avec l'administration. Et donc c'est comme ça que l'IDE a commencé. On était une petite poignée, peut-être une petite vingtaine à l'époque. On s'est organisé, on a échangé nos moyens, nos jurisprudences, nos réflexions. On s'est organisé en permanence auprès du tribunal administratif, judiciaire, etc. L'IDE, on l'a créé en 2001. Je n'ai été que le chef d'orchestre. Tous les bâtonniers, ou la plupart des bâtonniers, sont probablement confrontés à peu près au même problème. Et je voudrais en évoquer deux. D'abord, la pression de la technologie sur la profession d'avocat. En 2000-2001, ça n'était pas l'intelligence artificielle, mais c'était la conversion à l'Internet, c'était la conversion à la communication électronique, c'était également la manière dont l'ordre allait pouvoir utiliser ces nouveaux outils. Face à une profession extrêmement conservatrice, et à Bordeaux peut-être encore plus que dans bien des barreaux, il a fallu créer la place du syndicat. Pendant plus de 10-15 ans, il était impossible d'avoir des élus au Conseil de l'Ordre, c'était c'est-à-dire la quasi-unanimité contre les adhérents du SAF. À chaque fois qu'ils se présentaient, c'était l'opposition systématique. Le combat que j'ai porté au sein du SAF, ça a été sur les conditions de détention de la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan. Il y a 2 ans, on a fait un recours devant le tribunal administratif, qui était un recours collectif, qui était porté initialement par Estélia Arez et par Maud Sécheresse, qui était à l'époque membre du Conseil de l'Ordre. Je me souviens avoir beaucoup œuvré avec la section du SAF à l'époque, pour travailler ensemble à des colloques communs avec les syndicats de la magistrature. À l'époque, les relations entre avocats et magistrats n'étaient pas forcément toujours très harmonieuses. Je me suis dit, organiser ensemble des colloques ici à Bordeaux, à l'école de la magistrature, ça va d'abord nous permettre de mieux nous connaître, nous rapprocher et de montrer qu'on défend une vision commune de la justice non corporatiste pour les uns comme pour les autres. La politique pénale, au-delà des questions de peine de mort abolie ou de tout ça, avec toujours la référence à la prison, le tout carcéral, les réponses jadis en flagrant délit, maintenant en comparution immédiate. Alors, pendant le bâtonnat, j'ai mené 2 combats essentiels à mes yeux. La pérennité de l'état de droit, c'était en 2020, c'était pendant le Covid, c'était pendant l'état d'urgence. Il y a un deuxième chantier qui n'a jamais été terminé et qui commençait à cette époque-là,
mon mandat a été marqué par un certain nombre de grandes manifestations, de grandes actions de la profession d'avocat pour l'accès au droit et pour la réforme de l'aide juridictionnelle, avec des manifestations qui ont eu lieu à la fois à Bordeaux, mais qui ont même conduit notre barreau à se joindre à des manifestations nationales qui avaient lieu à Paris. Nous avons fait également pendant 10 ans, toujours sous l'égide du SAF, des colloques annuels en droit du travail qui étaient qualifiés de journées régionales. Alors, je suis allé une année à la rentrée du barreau de Tunis et en même temps comme observateur au procès de Hamama Hamami qui avait été condamné à 10 ou 12 ans de prison en première instance, qui était un opposant marxiste-léniniste un peu extravagant, le mari d'une de nos consoeurs tunisiennes, mais qui avait été condamné par ce régime dictatorial à une peine considérable. Nous sommes allés en appel avec Paul-Albert Ivens, qui était bâtonnier de Paris, et Arnaud Lyon-Camp, qui était avocat général à la Cour de cassation et qui était à l'époque président de la Ligue des droits de l'homme, à Tunis. Ça a été assez curieux. L'audience a été particulièrement mouvementée. Quelques avocats tunisiens se sont fait malmener par la police dans la salle d'audience. Et malgré tout, la Cour a été très attentive à notre présence, nous a même proposé de prendre la parole, ce que nous avons refusé puisque nous étions observateurs. Et on nous a dit, les avocats tunisiens qui étaient là, que grâce à notre présence, et puis peut-être grâce à d'autres choses, peut-être d'autres pressions internationales, Hamama Hamami avait été condamné en définitive à 2 ans, au lieu des 10 ou 12. Et puis l'émigration, qui est un vieux combat qu'on a fait ensemble, notamment à Bordeaux, à la Bourse du Travail, au moment de la loi Bonnet-Stoleru. Et chaque fois que j'ai fait une conférence à propos d'immigration contre le racisme, j'ai reçu des menaces de mort. Ma présidence en 2009-2011, les combats de cette présidence, cela a été des combats axés toujours sur les moyens de la justice. Je me souviens d'une conférence qu'on avait faite avec les magistrats sur le manque de moyens de cette justice. J'en ai mené un déjà pour devenir bâtonnière, puisque j'ai été la première femme du barreau de Bordeaux à oser me présenter à cette fonction. Et après, il y a les grands combats, bien sûr, pour la profession, dans la profession, éviter que on porte atteinte à notre serment par des projets comme l'avocat salarié en entreprise, par exemple, et puis se battre pour le secret professionnel absolu, illimité. Donc il y a, si je puis dire, des combats qui pour moi ont été primordiaux. J'en donnerai 2 au départ. C'est la lutte contre les tribunaux permanents des forces armées, liée à la situation du jeune avocat, enfin de l'avocat en général, mais particulièrement du jeune, puisque c'était les jeunes qui avaient les commissions d'office, non rémunérées d'ailleurs, devant le tribunal, devant le TPFA. Les délits d'audience étaient multiples. Et il faut savoir qu'à l'époque, le commissaire du gouvernement et donc le tribunal militaire avaient la faculté de suspendre l'avocat de son activité professionnelle, y compris d'ailleurs devant les autres juridictions. Bon, ce qui fait que, vous doutez bien que systématiquement, les jeunes avocats étaient repris dans leurs interventions par le commissaire du gouvernement. J'ai toujours été investi dans le domaine des libertés, que ce soit au SAF ou après, plus tard, quand j'ai été élu au Conseil de l'Ordre, puisque j'étais à l'origine d'une proposition qui consistait à améliorer la défense pénale d'urgence, qui n'était pas du tout organisée à Bordeaux. Et on constatait avec tristesse, quand on assistait aux audiences pénales, correctionnelles, que les personnes qui risquaient le plus, c'est-à-dire celles qui passaient en flagrant délit à l'époque, puis en comparution immédiate, les personnes qui avaient le plus de risques d'incarcération, de condamnation lourde, étaient celles qui étaient défendues par les avocats les plus inexpérimentés. Sarkozy arrive en 2002 et lors du 29e, je crois, congrès du SAF en 2002, le traditionnel week-end du 11 novembre, on a beaucoup d'appels de Bulgares qui sont menacés d'être éloignés en charter. C'était l'éloignement de masse cher à Sarkozy à l'époque. Et alors là, il s'est passé quelque chose de génial où on était tous au congrès du SAF en train de réfléchir, congrès du SAF qui avait lieu sur Bordeaux. On était tous en train de réfléchir individuellement, puis on commence à parler entre nous, et puis avec les avocats extérieurs, et puis chacun appelle ses contacts, et puis on a véritablement fait une défense collective avec la LDH, avec la STI de mémoire, la CIMAD, le SAF évidemment qui était aux premières loges.
et donc l'IDE, l'Ordre de Bordeaux, etc. Et on a été, comment dire, il y a eu une telle mobilisation, on a plaidé jusqu'à plus d'heures, les anciens, les plus jeunes, on se relayait, c'était magique ce moment-là. La défense pour l'aide juridictionnelle, je pense que ma première année au SAF, ça a commencé par une manif pour l'aide juridictionnelle, et la dernière manif que j'ai faite pour le SAF, c'était aussi pour l'aide juridictionnelle, 15 ans plus tard. Donc je crois que c'est vraiment un combat, pour moi en tout cas, auquel j'ai été très attachée, puisque pour moi ça participait justement de l'égalité devant la loi, sans laquelle il n'y a pas, selon moi, de vraie démocratie. Et un combat qui a été à la fin de l'année, à la fin du mandat, donc c'était la fin de l'année 2015, avec le SAF, ça a été en particulier le combat pour l'aide juridictionnelle. Et la première décision du barreau pour bien marquer son intérêt pour cette question, de faire la grève du contentieux de la liberté. Ça avait été quelque chose de très très fort, c'était la première fois que ça se passait. C'était un combat âpre, et je le dis, mené en particulier sous la houlette de Estélia Raez, qui était à l'époque présidente du SAF Bordeaux. C'était un combat difficile et que la profession a gagné grâce à sa pugnacité. Parmi les combats du SAF, la particularité de ma présidente, c'est qu'elle a été placée sous le signe d'abord de la grève contre les retraites, puis ensuite du Covid. Et donc, l'un de nos combats, c'était de faire perdurer le fonctionnement du service public de la justice en temps de Covid, ce qui nous a permis de mettre au jour le fait que le service public de la justice était en complète déliquescence, et ce qui nous a permis aussi, grâce à notre mobilisation contre la grève des retraites, de donner une autre image de notre profession. Et j'en suis très fière. J'ai été également membre du Conseil de l'Ordre, donc malgré tout, on se bat aussi pour les idées du SAF lorsqu'on est au sein du Conseil de l'Ordre. Avec Anne Cadio, en 2014, j'ai été à l'initiative de la création de l'Institut de droit social, qui fonctionne très bien actuellement. Il faut savoir que beaucoup de membres du SAF sont à l'origine des instituts, de la plupart des instituts du barreau de Bordeaux. Il y a eu après la décristallisation des pensions militaires de retraite des anciens combattants. Là aussi, défense collective, et c'est l'histoire de l'IDE finalement. Voilà, la défense collective, il n'y a que ça de vrai. J'ai un bâtonnat qui m'a semblé être essentiellement axé sur le service. Le barreau de Bordeaux comptait à l'époque 1 millier d'avocats. Je crois savoir que c'est aujourd'hui le double. La fonction où l'état de bâtonnier impliquait un quasi plein temps. Donc c'était essentiellement, je l'ai vécu comme étant un temps de service. Les combats syndicaux, professionnels, je les ai peut-être davantage appréhendés à l'occasion d'autres fonctions que j'ai pu occuper, notamment au Conseil national des barreaux, où nous avions le temps et la perspective d'une vision politique. Et j'ai aussi mené un autre combat qui a consisté avec d'autres, à sauver notre régime de retraite autonome. En 2019, il y a eu la grève des retraites, et j'ai trouvé ça assez formidable, puisqu'on a utilisé des moyens de manifestation et de communication de notre combat totalement différents. En effet, il y a eu le fameux jeté de robe qui a été très médiatisé, et pour une fois, on nous a écoutés. Il y a eu le confinement. Et ça, le confinement, vraiment, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est là où on a découvert Zoom, parce qu'avant, on ne connaissait pas Zoom. On faisait des apéros Zoom et on faisait des réunions du SAF avec Zoom. C'était surtout de soutenir les confrères dans ces moments difficiles du confinement et de l'après-confinement. Je me souviens qu'on avait publié un guide du déconfinement avec les masques, où les trouver, les vitres, etc. Un guide très pratique, un peu désuet maintenant, évidemment, mais ça fait partie de l'histoire du SAF et aussi de l'histoire du SAF confiné. Et au congrès du SAF de Biarritz, j'ai présenté pour une nouvelle défense des mineurs. Pour moi, l'avocat, il avait un pied, l'avocat des mineurs, un pied dans le social, éducatif, et un pied dans le judiciaire. La défense des enfants, tout ça, c'est le truc qu'on l'a fait en équipe. Alors là aussi, travailler en équipe pour les avocats à l'époque, c'était révolutionnaire. Quand j'ai été bâtonnier, c'était le temps où sortait de terre le nouveau palais de justice, et il a fallu faire admettre la place de l'avocat dans ces nouveaux locaux, parce qu'apparemment, on avait peut-être un peu envisagé d'écarter les avocats de l'organisation matérielle.
On a mis en place en 2000, quand j'étais bâtonnier, l'association Bordeaux Médiation, et faire admettre, parfois aux confrères, mais toujours aux magistrats, que l'avocat n'était pas uniquement l'homme du contentieux, mais pouvait être, par son expérience professionnelle aussi, l'homme de la conciliation, de la médiation. Ça n'a pas été facile. Deuxième combat, dire de l'époque, ça a été le statut du jeune avocat. Et là, bon, comme pour les TPFA d'ailleurs, le combat était commun avec l'Union des jeunes avocats de Bordeaux. D'ailleurs, beaucoup de membres étaient à la fois au SAF et à l'UJA. C'était le combat pour se faire, une place de jeunes. Il faut savoir que les jeunes stagiaires ne votaient pas pour le Conseil de l'Ordre. Les conditions d'exercice professionnel étaient extrêmement difficiles, puisqu'ils étaient généralement, on était astreint à un stage de 3 ans, où on était à la merci de patrons de stage, encore une fois extrêmement conservateurs. Donc il a fallu se battre pour un statut du collaborateur, un statut du stagiaire, puis une rémunération décente, etc. Mais au départ, c'était surtout une lutte pour l'indépendance de l'avocat, quel qu'il soit, et l'égalité de l'avocat. C'est-à-dire pour nous au SAF, un avocat, dès lors qu'il avait prêté serment, devait avoir la même voix qu'un bâtonnier ou n'importe quel autre. C'est l'égalité totale entre les avocats. Il faut que vous sachiez qu'un bâtonnier ne peut pas mener un ordre, et notamment toutes les actions à mener sur le plan de l'accès au droit, sans avoir un vivier de confrères dévoués, bénévoles, pour faire les consultations gratuites, aller dans les hôpitaux, dans les prisons, porter la voix du barreau. Et ça, un bâtonnier, sans les confrères du SAF et d'autres syndicats, n'aurait pas pu le faire. Donc, je leur suis vraiment reconnaissant, ils m'ont beaucoup aidé. Le SAF défend un certain nombre de valeurs qui, pour moi, sont intrinsèquement et fondamentalement liées à la profession d'avocat. L'indépendance de la profession d'avocat, la défense de l'accès au droit et la défense des libertés fondamentales. Pendant les 50 ans, la profession a beaucoup évolué. Il y avait des débats très nombreux. On se posait la question sur l'avenir de la profession qui était à deux vitesses, en défendant l'égalité des avocats à l'époque. Alors pour moi, le rôle du SAF est très important, quelquefois un peu, comment dirais-je, un peu acide, mais c'est lui qui nous ramène bien souvent aux valeurs fondamentales du barreau. La défense des plus faibles, ne pas faire de l'argent l'alpha et l'oméga de notre profession, et faire en sorte que tout le monde soit défendu convenablement. Ce que j'ai pu constater, c'est que quand des membres du SAF sont élus ou appartiennent à des institutions, le centre de formation professionnelle, ou l'ordre, ou la CARPA, etc., ça a toujours été des personnes qui ont été reconnues par leur travail, par leurs compétences, parce qu'ils étaient totalement investis. Et ça, c'est, à mon avis, une des caractéristiques des safistes, si on peut dire. J'ai vu le SAF dans beaucoup, effectivement, de combats ou de missions de l'ordre. Je dois dire d'ailleurs que les membres du SAF n'arrivaient pas dans ces missions bannière au vent en se revendiquant du SAF. Ils avaient une appréhension de la profession, du service, qui les amenait naturellement à s'investir dans les instances de l'ordre. Mais bien évidemment, leur perception syndicale infusait un petit peu tout ce qu'ils faisaient pour l'ordre. Un rôle déterminant pour la profession et pour le bien de la profession. L'originalité du SAF, le combat qu'il a mené et qui a en partie réussi, c'est justement d'accompagner cette évolution de la profession systématiquement en la plaçant d'une manière non corporatiste. C'est-à-dire qu'on a toujours marché sur 2 jambes. Défense des intérêts professionnels, oui, mais pour qui ? Pour le justiciable. Pour quel justiciable ? Plus particulièrement pour les plus démunis, les plus défavorisés. Le rôle du SAF a été extrêmement important dans le rapport que les citoyens peuvent avoir avec la justice, puisque le SAF a été la seule organisation professionnelle qui s'est vraiment préoccupée en priorité, bien sûr, de l'exercice professionnel et des avocats, mais également des citoyens. Le rôle du SAF a été fondamental, aux côtés bien sûr des autres organisations syndicales, mais des autres organisations structurant la profession, qui ne sont pas syndicales, comme le CNB, comme
la conférence des bâtonniers, mais on a été un aiguillon extrêmement important pour faire progresser dans la profession les idées que nous défendions, y compris avec des confrères qui, a priori, étaient plutôt des avocats très traditionnels, conservateurs, bourgeois. Véritablement, je crois que la défense des libertés, elle a progressé dans l'esprit de la profession grâce au SAF. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas défendu les intérêts professionnels, bien au contraire. Mais si nous n'avions pas été là, il est à peu près certain que aujourd'hui la profession ne serait pas la même. Je n'ai pas souvenir en 16 ans d'exercice de ne pas avoir vu le SAF sur une lutte, un engagement, un combat pour les droits des justiciables, pour les droits et libertés, pour les conditions d'exercice des avocats. J'ai eu le grand bonheur d'avoir un mandat commun avec mon amie Estélia Araès, qui était présidente du SAF national pendant une période très difficile. J'ai partagé avec elle des révoltes, j'en ai un vif souvenir, notamment contre le projet de loi Confiance ou aux côtés des magistrats pour la tribune des 3000. C'est vraiment pour moi un laboratoire d'idées, le SAF. Alors le SAF, c'est une sentinelle, un petit peu, une sentinelle de la profession. Depuis 50 ans, il marche sur ses deux jambes. La jambe liberté publique, droits fondamentaux. Donc on défend les libertés, les droits fondamentaux et toujours à l'aune de l'intérêt des justiciables. Et puis sa deuxième jambe, c'est la jambe protection des confrères, protection de notre exercice professionnel. Et la place spécifique du SAF, c'est la défense. C'est une petite voix qui n'est pas entendue ailleurs, qui est la seule dans cette profession, à se préoccuper non pas seulement des conditions d'exercice professionnel, même si c'est aussi bien sûr un des objets du SAF, mais c'est surtout la défense des droits, la défense des avocats, la défense des droits de la défense, une conception de la loi comme étant un outil de progression sociale duquel les avocats ne peuvent pas être détachés. Mais surtout, et moi c'est ce que je retiens, le SAF est vraiment présent dans la défense des droits fondamentaux, des libertés fondamentales de tous les justiciables. Je l'ai vu beaucoup à titre personnel pendant le Covid parce qu'il y a eu des recours qui ont été menés contre les ordonnances Covid qui étaient complètement délirantes et des combats qui ont été gagnés. Et ça, c'était vraiment avant tout pour les justiciables et pas pour les avocats. Les combats du SAF, ils sont essentiels. C'est le SAF qui va véritablement engager la profession d'avocat dans une action certes militante, mais au service de la justice, au service de l'humain, chacun étant égal à chacune et inversement. Parce que c'est le SAF qui est la première organisation professionnelle qui va vraiment faire de la défense un véritable combat. J'ai vu les membres du SAF défendre ces valeurs et fonctionner un petit peu comme une boussole. Une boussole, ça indique toujours le nord. Et dans une assemblée, il est important qu'il y ait quelqu'un qui montre le nord. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours dans la direction du nord, mais il est absolument indispensable que quelqu'un soit là pour la rappeler. Et pour moi, dans notre profession, c'est le rôle que joue le SAF sur cet ensemble de valeurs. Alors le rôle du SAF a été celui d'un combattant de l'état de droit. Je dois dire que le SAF joue un rôle de veille à mes yeux. Alors il n'est pas le seul, mais il le joue de manière pleine et entière. On ne défendait pas par corporatisme notre activité d'avocat. J'étais Fénugia, mais moi, mon cœur se trouvait aussi au SAF, je le dis. Un rôle du SAF que j'ai appréhendé, je vous le disais tout à l'heure, un petit peu différemment, lorsque j'ai été, à partir de 2000, au Conseil national des barreaux, à faire 2 mandats au Conseil national des barreaux, où j'ai pu voir à ce moment-là l'aspect un peu plus politique de l'investissement du SAF dans des domaines touchant aux droits de l'homme, aux libertés individuelles, etc. Mais ce qui a été souvent pour moi, non pas une surprise, mais un réconfort, c'est de voir que tous ces confrères laissaient de côté leur appartenance syndicale lorsqu'il s'agissait de problèmes, j'allais dire, structurels ou fondamentaux des libertés individuelles ou des droits de l'homme. Et à ce moment-là, on a eu souvent des votes à la quasi-unanimité, quelle que soit l'appartenance syndicale ou philosophique des membres du Conseil national des barreaux. Alors le rôle du SAF, je crois que c'est un rôle indispensable. Le SAF, c'est une respiration. Il exerce une profession très difficile. Le SAF permet de tenir dans cette profession. On se bat pour le justiciable, on se bat pour l'accès aux droits, mais on se bat aussi pour les conditions d'exercice de la profession et on se bat collectivement. On est une famille finalement au SAF.
L'avocat engagé, pour moi, c'est l'avocat qui justement est du côté du progressisme, du côté de l'émancipation, de faire que tous les assujettissements, quels qu'ils soient, internes à la profession ou externes, puissent être levés. Est-ce qu'il faut encore qu'il y ait des avocats engagés? Pour répondre à cette question, je me référerai à deux réflexions d'un grand penseur libéral, Tocqueville. La première de ces réflexions, il pensait que dans les nations démocratiques, chaque génération est un nouveau peuple. Et par cette formule, ce qu'il voulait faire comprendre, c'est que le combat pour les valeurs n'est jamais terminé et qu'il faut que chaque génération s'en saisisse et que chaque génération parvienne à faire triompher les valeurs auxquelles elle croit. Le deuxième phénomène qu'il a mis en évidence, c'est le fait que dans les démocraties, les individus ont tendance à se replier sur eux-mêmes et à abandonner précisément la notion d'engagement. Et si vous croisez ces deux réflexions, vous apercevez que, à notre époque, plus qu'à n'importe quelle époque, il est absolument indispensable qu'il y ait des avocats engagés. Notre profession est une profession indépendante et il y a un certain nombre de dispositifs, de textes qui garantissent cette indépendance. Mais si les avocats cessaient de s'engager, cessaient de défendre l'indépendance de cette profession, ces textes seraient tout à fait insuffisants pour permettre de la garantir et de la maintenir. Un magistrat qui ne connaît pas la réalité sociale, il ne peut pas rendre une justice équitable. Pour moi, c'est une obligation que s'engager en ayant une capacité à connaître la réalité sociale pour que les décisions ne soient pas à des années-lumière de cette réalité. Connaître la société, avoir le réflexe d'être sensible aux plus faibles, aux plus vulnérables. Il est important de savoir interpréter la loi. Et l'interpréter pas forcément toujours dans un rapport de force et dans le sens du plus fort. Alors nous, c'est pour comprendre, ça va bien, les avocats sont formés à ça, n'est-ce pas? Le bien, le mal, ça, les Américains nous l'ont appris aussi, tu vois. Et donc, on est toujours dans des oppositions. Et dans des oppositions, forcément, qu'il faut s'engager. Un avocat choisit de défendre quelqu'un. À partir de là, il faut évidemment qu'il s'engage dans sa défense. Donc, avocat engagé, c'est presque un pléonasme. Est-ce que ça a un avenir? Mais bien sûr, plus que jamais. Pour moi, un avocat engagé, c'est vraiment quelqu'un en qui brûle une énergie particulière et qui décide de mettre cette énergie au service d'une cause. Un avocat peut ne pas être engagé, parce que c'est à mon avis consubstantiel à l'avocat. L'avocat est par définition engagé, il est aux côtés de ses clients, mais il l'est également dans la société, parce qu'il est l'observateur privilégié de la société, des combats pour la liberté, des combats pour les droits de l'homme. Et effectivement, tous les avocats sont conscients, ou devraient l'être, mais je pense qu'ils le sont, conscients de la nécessité d'être engagés, j'allais dire, dans la défense. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Je ne vous apprends rien en vous disant que le rôle de l'avocat est contesté. Les avocats sont parfois même martyrisés. C'est pas besoin. Les confrères doivent être conscients qu'aujourd'hui nous vivons effectivement dans une société où la liberté de parole, d'opinion, de déplacement paraît être assurée. Mais il faut dire toujours que ce sont des droits qui ne sont pas définitivement acquis. Pour moi, un avocat engagé, c'est celui qui est à la fois le plus proche de son client, de celui qui défend, qui sait proposer aussi au juge des éléments de fait et de droit, d'interprétation du droit, qui sont le plus favorables à ses clients. Après, le juge, il arbitre, qui puisse, par la parole, puisque, bon, je sais qu'elle disparaît de plus en plus, mais par la parole et parfois l'écrit, quand c'est par écrit, transmettre ce que j'appelle, moi, ce constat sur la réalité de la vie des gens. Je pense même qu'un avocat non engagé n'a pas de sens, plus que jamais dans le contexte politique qu'on connaît et idéologique. On s'engage vraiment dans cette profession, c'est qu'on a envie de changer les choses.
comme en politique. On a envie de changer le monde. Donc ça suppose, au-delà de l'exercice quotidien de la profession, ça suppose aussi un engagement. Alors je crois qu'aujourd'hui, il y a un combat fondamental en ce qui concerne justement l'émancipation. Et l'émancipation de l'avocat, dans le cadre professionnel, mais là aussi avec la conception de l'émancipation de l'homme. C'est tout ce qui a trait aujourd'hui à ce domaine nouveau qu'est l'intelligence artificielle. Je crois que c'est un combat extrêmement important pour l'avenir, pour les avocats, particulièrement donc pour le SAF, pour continuer à placer ce débat dans le sens de l'émancipation de l'homme, comme je dis, de la lutte contre les assujettissements. Je pense que l'avocat est nécessairement engagé. Je pense que c'est son ADN, c'est sa robe. Je pense que l'avocat, c'est celui qui se lève, qui s'élève contre, pour convaincre, avec beaucoup de dévouement. Et je pense que c'est une conscience, une sentinelle, et que cet engagement-là a beaucoup d'avenir, parce que tant qu'il y aura des avocats, il y aura des avocats qui croiront, parfois de manière un peu immodeste, parfois de manière un peu tonitruante, mais qui croiront dans la défense des droits et des libertés. Un exemple qu'Henri Leclerc avait pris lors d'un colloque que j'avais organisé en Belgique, la QPC sur la fraternité comme principe constitutionnel qui a permis de modifier un texte sur l'assistance aux émigrés. Bon, des choses comme ça. Il a fallu quand même des avocats pour le proposer. Il a fallu des juges pour suivre. Et que tout seul, on ne peut rien, mais qu'à plusieurs, en effet, on peut, non pas grand-chose, mais au moins quelque chose. Être avocat, c'est nécessairement un engagement. Si nous ne sommes pas engagés, nous allons être ce que tout le monde peut être, quel que soit le métier qu'il exerce, c'est-à-dire un visseur de boulons. Il y a beaucoup d'engagements qui vont être d'actualité, je pense, l'engagement sur toutes les questions d'environnement, l'engagement aussi sur les algorithmes, puisqu'ils sont censés nous remplacer, donc il faudra réfléchir sur ces questions-là. Plus que jamais, on vit une époque quand même très, très particulière. On voit des choses revenir, des propos racistes, je dis aussi bien antisémites que anti-islam, de la pénalisation de la pauvreté, du fait qu'on n'a plus de politique sociale dans bien des domaines, alors on cogne avec des politiques pénales. Le meilleur exemple de l'avocat engagé, pour moi ça reste une référence, c'est Henri Leclerc. On ne défend pas un barbare, mais on défend un frère d'humanité. Si on se lève pas, c'est se lever, c'est se relever, c'est contribuer à ce cri dont parlait Paul Ricoeur que de s'engager. Je pense que l'avocat, il est toujours engagé et il a une plus grande latitude d'engagement public. Il peut faire de la politique, il peut faire plein de choses, il peut faire partie d'associations ci, d'associations là, le faire publiquement, etc. Nous, magistrats, c'est différent. Le métier d'avocat, la profession d'avocat va nécessairement de pair avec un engagement. Et j'espère que si le pire pouvait arriver, parmi mes collègues, ils aient un sursaut. J'ose espérer qu'ils aient ce sursaut en se disant non, il y a des choses qui sont pas possibles, on piétine l'état de droit, c'est pas possible, les peines automatiques, c'est pas possible, il faut en sortir, le justiciable, surtout le plus vulnérable, le plus invisible, qui soit le plus éloigné, qui soit du juge, où on fait tout justement pour qu'il soit éloigné, c'est pas possible. Tant qu'il y aura du droit, il y aura des avocats engagés, et heureusement. Alors je voudrais ajouter quelque chose, ça a été aussi un vivier de relations amicales, au-delà du partage de nos convictions, de nos actions, des défilés dans la rue, des motions, des ci, de là. C'était une grande amitié. Malheureusement, certains nous ont quittés, mais c'était ça aussi, et ça le reste.